Pour faire l'ouverture de la journée, je vais demander à M. le maire de Saguenay de venir nous faire un mot de bienvenue. Alors, je vous salue tous, Monsieur le député, Monsieur les maires, Monsieur le président, des invités qu'on a de France. Alors, c'est un plaisir pour moi de venir vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie d'avoir choisi Saguenay pour cette rencontre-là, pour une rencontre sur la forêt. Vous savez jusqu'à quel point la forêt dans la région, c'est une activité importante. D'après moi, l'activité forestière, c'est le plus vieux métier du monde, quoi qu'on en dise. Ça a commencé avant celui qu'on pense. On sait que depuis le début de l'histoire du monde, la forêt, ça tient une place fondamentale dans la vie des humains. Et heureusement, ça se régénère toujours. Hein. Aujourd'hui, on a encore, malgré tout ce qu'on peut dire, les êtres humains se multiplient, mais il y a encore 450 arbres par être humain sur la Terre. Alors, il y en a des arbres, on en a, et ça va continuer de se multiplier. Autrefois, nos problèmes principaux, on le sait, c'était les feux de forêt. On parlait de ça souvent ça ne fait pas si longtemps, il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, est arrivé l'environnement. On sait qu'on a une préoccupation très particulière et il y en a qui nous sortent toutes sortes de théories, plus ou moins vraies. On entend toutes sortes d'histoires et puis souvent, on constate après un certain temps que ces histoires-là sont des épouvantails pour nous faire peur. Mais ici, au Canada, au Québec, on a un régime qui est particulièrement vigilant en matière d'environnement. Alors, nos préoccupations, ce sont ces phénomènes-là, l'environnement. On met beaucoup d'accent aussi sur le caribou. Personnellement, là, je pense qu'on en met pas mal. Mais c'est notre rôle à nous d'essayer de corriger le tir de certaines personnes qui ont des intérêts différents et qui peuvent pousser la vérité un petit peu à un point tel que ça nuit à nos travailleurs forestiers et ça nuit à notre développement. On est tous, vous encore, autant que moi, sinon plus, préoccupés par l'environnement. Il n'y a personne qui veut détruire une des richesses les plus précieuses qu'on a sur la Terre, sinon la plus précieuse, la forêt. Et ici, on est chanceux d'en avoir une exceptionnelle, mais on veut la préserver, mais on veut l'exploiter d'une façon intelligente et en conformité avec les règles de l'environnement. Alors, je vous félicite pour cette réflexion que vous allez faire aujourd'hui. Je vous souhaite des conclusions intéressantes et soyez certains que, comme élus politiques, on est comme vous très intéressés au développement d'une activité qui a fait vivre nos grands-pères, nos pères, nos ancêtres et qui, assurément, va faire également vivre nos enfants. Merci. Bonne réunion. Merci, M. le maire. Juste pour vous dire que si la tendance se maintient, dans 2 ans, le Congrès va revenir ici à Saguenay. Vous allez toujours être maire à ce moment-là, si je me fie à la date. Donc, on vous invitera à ce moment-là à revenir faire le mot de bienvenue. Pour poursuivre en ce qui concerne le mot de bienvenue, j'inviterai maintenant le président de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Gérard Poulain, à venir vous souhaiter la bienvenue à ce congrès. Monsieur Simard, Messieurs les préfets Savard, je dis bien Savard parce qu'on a 2 préfets aujourd'hui présents, c'est de prénom Gilbert et Gérard, donc Messieurs les préfets Savard, bonjour, Monsieur Thibault, directeur général du ministère, bonjour, représentants des médias, chers invités. Encore une fois, il me fait un grand plaisir de vous accueillir en si grand nombre au congrès de l'Association forestière. C'est un plaisir renouvelé pour moi depuis quelques années. Ma présentation, c'est très court. Ce n'est pas un long discours, c'est peut-être quelques réflexions ou des éléments que j'ai ramassés à droite ou à gauche dans quelques lectures. Donc, je voudrais commencer peut-être avec un clin d'œil sur le passé, le présent et l'avenir, mais avec un mot qui, le Premier ministre, il y a quelques années, nous a présenté dans un discours.
La forêt fait partie de ce que nous sommes. Nos premières entreprises étaient forestières et de génération en génération, dans presque toutes nos régions, la vie quotidienne a été réglée par la forêt. Nous sommes un peuple forestier. Le défi que nous avons maintenant est de faire en sorte que cette forêt, si puissamment associée à notre passé, puisse être tout autant associée à notre avenir. Comme vous voyez, cette phrase de M. Charest cadre très bien avec notre thématique du Congrès, s'investir pour l'avenir. J'ai fait un clin d'œil au passé. C'est une image que j'ai eue il n'y a pas si longtemps et qu'on a peut-être oubliée. Lors de la première guerre, 2016-2018, 24 000 bûcherons canadiens, on pourrait dire qu'il y avait une bonne partie du Québec, qui sont allés en Europe à la guerre. Et on a même formé un bataillon qui s'appelait le Corps forestier canadien en Europe. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, nos bûcherons? Le savoir-faire des bûcherons canadiens, l'importance des moyens techniques et logistiques déployés ont beaucoup impressionné les pays alliés. Les Canadiens ont conçu de vastes séries démontables, rapidement, des voies de chemin de fer provisoires démontables, et plusieurs types d'équipements qui témoignent de la grande technicité déjà à cette époque de la foresterie canadienne. C'est tiré des archives du Canada. Vous voyez, on parle déjà du génie québécois au niveau forestier. J'ai une phrase que je n'ai pas mise à l'écran, mais que je voulais vous dire. Ça entre aussi dans nos réflexions. Pour les locaux, c'est un choc culturel que de voir leur façon de travailler, quasi industrielle. Ils les voient débiter en une semaine ce qu'ils font, eux, en un mois. Ils redoutent le saccage de tous les arbres, de leur patrimoine forestier, et que tous les poilus, ça c'était les soldats français, de retour n'avaient plus leur gagne-pain. Déjà, on a des préoccupations, si vous voulez, par rapport à la forêt du demain. Je poursuis, ça c'est tout récent. Pour ne pas oublier les bûcherons soldats canadiens, bien disons que ça, j'ai tiré ça, c'est 5 octobre, je crois, de 2015. Il y a un petit vidéo reportage qui a été fait à la télévision française, et c'est pour rendre hommage à nos soldats forestiers canadiens qui sont morts dans leur pays. C'était mon clin d'œil sur le passé. Et maintenant, plus près de nous, il y a une petite vidéo là-dedans que je voulais vous présenter. En France, en 2010, ils ont créé la culture du papier, un organisme qui fait des sondages également sur l'utilisation du papier pour voir comment ça s'associe avec le numérique. Donc, si vous pouvez faire dérouler. Postale, un album photo. Laissons le papier nous faire du bien. Culture papier pour le développement durable du papier et de l'imprimé. Voilà, c'est très court. Mais on voit maintenant, aujourd'hui, on a le numérique qui arrive de plus en plus. Encore récemment, je lisais, donc il y a des journaux qui passent au numérique. On a notre quotidien aussi, puis Progrès d'Images, qui est rendu aujourd'hui à la fine pointe de la technologie. Mais le papier restera toujours le papier. Et là-dessus, le sondage, qu'est-ce qu'il disait? 81% des Français se disent très ou assez attachés au papier parce que leur support a encore une place primordiale dans leur quotidien. Pour ainsi dire, ils jalonnent leur journée. En témoigne de cette liste d'activités reliées au papier. Le sondage aussi parlait des émotions reliées au papier. Que, là, vous pouvez voir, pour eux, le papier est synonyme de calme, de souvenir, de repos, de concentration, quand le numérique est plus volontiers associé au travail, mais aussi paradoxalement au divertissement, sans oublier l'information et les relations humaines. Au niveau de l'information, vous savez qu'est-ce qu'il y en est. Il s'agit au niveau de lire, 93% l'associent toujours au papier, le plaisir. Et je regardais ici, dans le coin droit, en bas,
Dans l'avenir, papier et numérique resteront deux supports complémentaires. Donc, il ne faut pas y voir nécessairement une opposition, mais les gens s'y retrouvent au niveau des deux. Ça, c'est un petit message du présent. Et si on regarde un peu plus loin, pour le futur, je ne sais pas, vous avez vu ça récemment aussi, à Montréal, ils vont accueillir le plus grand complexe d'habitation au monde fait en bois. Naturellement, bien, vous savez d'où ça peut provenir, du nord du Québec. Et seulement quelques statistiques là-dessus. Ces trois bâtiments-là, trois immeubles de 8 étages, vont avoir 600 000 pieds carrés. Il va y avoir 274 copropriétés, 13 maisons de ville, 130 logements. Et dire qu'il y a quelques années, on parlait qu'on manquait de formation au niveau du bois. Vous avez vu comme les choses peuvent progresser vite. Puis ça ne fait pas si longtemps que ça, on disait « Hey, les ingénieurs, les architectes ne savent pas travailler avec le bois. » Dans l'espace de quelques années, voilà ce qui va se faire à Montréal à partir de 2016. Et l'avenir, tout ça, ça se fait avec de la ressource humaine. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé en forêt et j'ai rencontré un entrepreneur forestier. Il y avait ce jeune homme-là qui était sur une grosse machine avec une tête débroussailleuse. J'ai dit, comment ça que tu m'as engagé un jeune comme ça? Bien, il dit, aujourd'hui, on est dans un monde de compétition, de productivité. Puis il dit, on essaye d'avoir les meilleurs opérateurs. Mais il dit, quand je vois les jeunes qui sortent de l'école, puis on parlait de ce jeune homme-là qui a 22 ans, il a l'air bien heureux sur sa machine, il dit, regarde, sécurité. Il dit, on n'a rien à lui montrer. Bottes, gants, vestes, lunettes, chapeau. Puis ça, c'est un jeune qui a été formé à Dolbeau. C'est un jeune qui avait arrêté l'école, il a recommencé l'école, qui m'a dit. Puis là, il dit, je suis allé à un atelier qui est fait par l'Association forestière et d'autres partenaires. Viens vivre la forêt. Puis là, il dit, j'ai découvert c'est quoi que je voulais faire. 22 ans. Il est à côté de la tête débroussailleuse, c'est préparation de terrain après un feu. Il n'y a pas si longtemps en Afrique, au mois de septembre, il y avait le Congrès forestier mondial. La déclaration de Durban, c'est la place en Afrique, c'est la vision pour 2050. Donc, on retrouve là-dedans, la vision souligne que les forêts de l'avenir doivent fondamentalement être un élément de sécurité alimentaire pour l'amélioration des moyens d'existence, en fournissant emploi et prospérité aux collectivités, tout en préservant la biodiversité. Donc là, on parle aussi de la déforestation. Dans les pays de l'Afrique, on sait qu'il y en a beaucoup. Donc, les forêts gérées durablement doivent être une solution essentielle dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, chose qu'on entend de plus en plus. Et il convient d'optimiser leur capacité à absorber et stocker le carbone tout en fournissant d'autres services environnementaux. C'est ce qu'on voit pour les forêts pour l'année 2050. Il nous reste encore, vous allez me dire, un certain nombre d'années, mais le temps passe très vite. Peut-être une dernière réflexion qui provient également du sommet qui a été dit par un expert de la FAO. Je pense qu'on doit se préoccuper de la superficie forestière. On utilise du bois plus que jamais. 200 millions de mètres cubes de plus qu'en 90. Ce bois doit venir de quelque part. Il fournit des produits importants dans tous les domaines. Il n'y a probablement personne sur Terre qui n'utilise pas le bois sous une forme ou sous une autre. Mais pour ça, il faut toujours avoir accès à cette forêt. Et dans le cadre du développement durable, il y a toujours un équilibre à s'y retrouver. Donc, ça, c'était mes quelques réflexions. Et avant de passer la parole à l'animateur et au premier conférencier, je voulais souligner quelque peu, pas le travail de l'association, mais qu'est-ce qui fait que l'association est toujours là depuis 1942. À venir jusqu'à tout récemment, cette année, on avait une entente spécifique qui garantissait un financement, un support au financement de l'association pour une durée de 5 ans. Cette année, disons que l'entente spécifique prenait fin et il y a eu aussi l'abolition de la conférence régionale des élus qui apportait un support financier important, disons, à l'association forestière. Donc, il y a eu du travail, beaucoup de travail de fait par on va dire la directrice générale, pour assurer le refinancement de l'association. Et je m'en voudrais de passer sous silence ceux qui nous ont aidés ou qui supportent l'association pour les prochaines années.
Ainsi, j'aimerais remercier le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que les entreprises en travaux sylvicoles pour leur support financier. Avant du ministère, on recevait 200 000 $. Et cette année, vous connaissez le contexte budgétaire, on avait 196 000, excusez. Et même dans le contexte budgétaire difficile du gouvernement, on a eu un montant de 200 000 $ garanti pour les 2 prochaines années. Mais avec le concours des entreprises forestières sylvicoles du Québec, parce que ce 1 200 000 $ qui sert au financement des associations forestières du Québec provient, entre autres, de l'enveloppe des travaux sylvicoles qui était dédiée à l'ensemble des entreprises, qu'ils soient coopératives, entreprises ou sociétés sylvicoles. Donc, messieurs, merci. Il y a aussi la conférence régionale des préfets. Je vous disais que la conférence régionale des élus a été abolie, mais disons que dans la région, on a 5 MRC. Donc, eux ont décidé de continuer leur support à l'association. Avant, ils versaient 50 000 $. Cette année, ils nous ont versé 80 000 $. Pourquoi 80 000, 30 000 de plus? C'est parce que le conseil interordre du ministère de l'Éducation nous versait 30 000 $ et cette année, il n'y avait plus de sous. Donc, le milieu, 3 minutes, OK. Donc, le milieu a pris la relève. Je voudrais remercier aussi Emploi Québec, les 4 commissions scolaires, les cégep, le Conseil des montagnais, le Conseil de l'industrie forestière du Québec, les industriels forestiers et le syndicat des producteurs de bois. Donc, à vous tous, je vous dirais merci, vous avez investi pour l'avenir. Et là-dessus, bon congrès. Maintenant, on va passer à la partie conférence de la journée d'aujourd'hui. Vous avez vu les conférenciers, Diane fait par exprès pour lever un petit carton de 3 minutes pour indiquer à M. Poulain le temps qui lui restait pour sa conférence. On va faire à peu près la même chose pour vous. Et je rappelle au public que vous allez avoir environ 10 minutes de questions après la conférence, après nos conférenciers. Sans plus tarder, on va commencer avec notre premier conférencier. Tous nos conférenciers devaient avoir en tête un petit peu le thème du congrès. Hein, vous l'avez, Forêt et bois, s'investir pour l'avenir. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir M. Paul Arnould, qui est professeur émérite en géographie de l'École normale supérieure de Lyon. Mais même s'il travaille à Lyon, je précise qu'il nous a dit qu'il était un Vosgien. Donc, on a une relation particulière ici dans la région, peut-être avec des gens des Vosges. Souvenez-vous, Pascal Triboulot qui est venu faire 1 an chez nous à l'Université du Québec à Chicoutimi pour initier certaines réflexions concernant l'utilisation du bois. Donc, M. Arnould a été secrétaire général du Comité français de géographie de 2000 à 2008. Il a été président de la commission gestion des territoires du CEMAGREF-IRSTEA de 2000 à 2010, vice-président du groupe d'histoire, et ce n'est pas anodin, d'histoire des forêts françaises de 1983 à 2010, président du conseil scientifique de l'ONF depuis 2011, président du comité d'orientation forêt d'exception depuis 2015, spécialiste des forêts et de l'environnement, travaille aussi sur la nature en ville, la biodiversité, la multifonctionnalité et le développement durable. Il est l'auteur de plusieurs livres sur la géographie et sur la forêt. Donc, vous comprendrez que nous nous estimons très heureux, avec un emploi du temps aussi chargé, de l'avoir avec nous aujourd'hui. Le titre de sa conférence est « Lire l'avenir dans le passé ». M. Arnould. Merci Daniel, bienvenue à tous, bonjour. Je voulais tout d'abord remercier à la fois le président et la directrice de l'association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce à qui je suis là aujourd'hui. C'est un honneur dans la mesure où, si j'ai bien compris, il y a un invité étranger tous les 2 ans, et être celui-là, c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant, malgré tous les titres que vient d'évoquer Daniel. Je suis d'abord ce qu'on appelle en France un enseignant-chercheur, et donc j'ai fait toute ma carrière à former des jeunes gens, pas spécialement à des études forestières, mais à de la géographie, à des questions environnementales, à des questions de géographie physique. Et puis je suis chercheur, j'ai dirigé un laboratoire qui travaillait à une échelle très fine, et hier j'ai visité l'université de Chicoutimi et j'ai vu que on faisait un peu les mêmes types de mesures, des mesures très fines sur les milieux, sur la température, sur les précipitations, sur l'eau
dans les arbres, dans le sol, pour essayer de comprendre un peu ces milieux forestiers. Je suis aussi, et j'y tiens beaucoup, le vice-président du groupe d'histoire des forêts françaises. C'est une reconnaissance de la part des historiens qu'un géographe soit vice-président. Ce n'est pas évident parce que, je ne sais pas chez vous, mais nous, chaque discipline est souvent vie quand même un peu fermée et les contacts interdisciplinaires ou multidisciplinaires ne sont jamais évidents, alors que pourtant c'est une source d'enrichissement. Donc c'est à ce titre que j'ai proposé ce titre un peu de ma conférence, « Lire l'avenir dans le passé », dans la mesure où j'avais piloté pour le ministère de l'Agriculture pour un rapport sur la multifonctionnalité. Et pour étudier la multifonctionnalité, je ne voulais pas seulement me fonder sur l'actuel, le présent, mais essayer de voir sur un pas de temps de plusieurs centaines d'années comment cette question de la multifonctionnalité avait fonctionné. Et c'est une partie de ces réflexions, de ces tableaux que je vous présenterai. L'autre source essentielle de mon information, c'est aussi un autre rapport qu'on a fait pour le ministère de l'Environnement, cette fois-ci, et ça portait sur la biodiversité. En France, on va peut-être en reparler, ça sera peut-être un des thèmes aujourd'hui, la biodiversité, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'omniprésent, surtout depuis les travaux de Wilson et la conférence de Rio, mais en même temps, c'est des choses où on dit tout et son contraire. Les chiffres les plus étonnants, les plus aberrants, parfois sont avancés. Et sur la biodiversité, là aussi, on avait travaillé avec des collègues. On avait pris en France, un peu de façon paradoxale, des forêts de résineuses, et des forêts de résineux venues d'ici, du Canada, enfin pas de votre côté, du côté pacifique. En France, depuis les années 70, il y a eu des centaines de milliers d'hectares reboisés en Douglas. Et on avait pris les grandes forêts de Douglas dans le Morvan, dans le Massif central, sur le plateau de Millevaches, et puis une forêt de résineux de chez nous, les pins maritimes des Landes, pour voir que même dans ces milieux de néoforêts, de nouvelles forêts de résineux, il y avait une biodiversité animale et végétale relativement exceptionnelle et de qualité, et surtout des gens, des forestiers, qu'on accusait d'être des productivistes, des bornés qui ne pensaient qu'à exploiter du bois, qu'on avait là des gens qui, au contraire, étaient attentifs à la biodiversité, qui s'intéressaient aux oiseaux, qui s'intéressaient aux champignons, à tout leur écosystème, à la qualité de l'eau, mais on les considérait, là on les avait rangés dans la catégorie des fous de la coupe rase, des fous de la monoculture du Douglas, et ça ne facilitait pas du tout le dialogue. Et l'idée donc de cette étude sur la biodiversité, c'était de montrer aussi là que la personne clé, c'est le gestionnaire, c'est l'homme, et un homme qui est capable de dialoguer, et un homme avec toute sa richesse, toute sa personnalité. Voilà, donc j'étais un peu long là pour présenter ce que j'étais, d'où vient ce titre, Lire dans l'avenir, lire l'avenir dans le passé. Alors, lire l'avenir, c'est faire un peu de la prophétie, et je ne suis pas du tout prophète, justement, mais je voulais montrer que les gens qui font ce qu'on appelle de la prospective ou de la prédiction, une fois sur deux, se trompent ou se plantent, pour dire ça vulgairement. Et il y a un mois, j'étais au Québec, j'ai visité l'ancienne pulperie de Val-Jalbert, et donc Damas Jalbert, qui avait fondé cette usine de pulpe au pied d'une grande chute, plus haute que les chutes du Niagara, si j'ai bien retenu. Donc devant des actionnaires potentiels, lors de la construction d'usines de pulpe mécanique, à la chute Witchuan, disait la pulpe, c'est l'avenir du Québec. Donc il vendait son usine, son projet à des investisseurs, à des fournisseurs de capitaux. 20 ans plus tard, l'usine fermait. La pâte mécanique était concurrencée par des pâtes chimiques. Il avait été remplacé, son usine avait été rachetée par, je crois, la famille Dubus, qui était aussi Dubus ou Dubux Dubuc, qui était une des grandes familles contrôlant les industries papetières. Et donc, ces prédictions, on voyait qu'ils s'étaient plus ou moins trompés. Chez nous, en France, un des exemples aussi d'erreurs stratégiques, c'est celle d'un des plus grands forestiers, entre guillemets, un des plus grands commis de l'État, c'est Colbert, qui était le Premier ministre, si l'on veut, même si ce n'était pas le titre qu'il avait, du roi Soleil de Louis XIV, qui, depuis l'arrivée de Louis XIV au pouvoir en 1661 jusqu'en 1669, pendant 8 ans, a fait une énorme étude, envoyé des commissaires réformateurs dans toutes les forêts du royaume
pour sortir ce qu'on appelait la grande ordonnance royale sur les forêts. Alors c'était à la fois une ordonnance qui était novatrice, mais qui reprenait quand même des ordonnances antérieures datant de François Ier, de Louis XIV, de Philippe Auguste. En France, le corps des forestiers de l'État, c'est un des plus vieux corps institutionnalisés, répertoriés. Il a plusieurs centaines d'années d'existence, ce corps des eaux et forêts. Avec le Conseil d'État, c'est le plus vieux corps administratif au plus haut niveau de l'État. Et donc, Colbert, lui, la réformation des forêts, sa grande réformation des forêts, c'était pour assurer l'approvisionnement en bois de marine, pour avoir une flotte, une marine digne de concurrencer la flotte espagnole, la flotte anglaise et les flottes hollandaises qui régnaient sur les mers du globe. Et pour ce faire, donc, il a procédé à une réformation administrative des forêts, il a fait cartographier toutes les forêts du royaume pour savoir les possibilités, et puis il a eu une législation très contraignante pour obliger, pour restreindre le droit de couper tout, partout, n'importe quand, n'importe comment, dans une société qui était une société où il y avait 20 millions de ruraux, qui avaient d'énormes besoins de bois de chauffage. On n'était pas dans un contexte de réchauffement climatique, on était au moment du petit âge glaciaire, alors qu'actuellement, on va vers le petit âge chaudière, peut-être, mais les besoins de bois étaient énormes, et donc il y avait surtout du bois taillé, on coupait les feuillus, et les feuillus rejetés de souche, et les cépés, au bout de... Normalement, il fallait attendre 15 ans pour revenir sur une coupe, mais il y avait une telle faim de bois, une telle pression sur le bois, que vers la fin, tous les 5-6 ans, on était obligé de recouper du taillis qui était un peu plus gros que mon pouce. Donc, et du coup, pour arriver à avoir du bois d'œuvre, du bois pour faire des mâts de navire, pour faire des coques de navire, c'était pas évident. Il fallait avoir réservé des quarts de forêt, ce qu'à l'époque on appelait le quart en réserve, et puis avoir une législation susceptible et une stratégie, une perspective à long terme. Et Colbert a fait reboiser dans une foule de forêts, de la forêt de Troncé, de la forêt de Bellême, de la forêt de Fontainebleau, de la forêt de Bertrange. Il a fait reboiser en chêne pour avoir des bois de marine. Donc dans les années 1660, 1670, il y a eu des dizaines de milliers d'hectares reboisés en chêne de façon systématique et des forêts très suivies. Ces grands chênes, c'est devenu les fleurons des forêts françaises domaniales actuelles, des forêts de l'État. À Bercé, près du Mans, à Troncé, dans la Limagne, près de Clermont-Ferrand, à Fontainebleau, il reste de ces chênes de l'époque de Colbert. Ils ont souvent des noms, d'ailleurs, on les a nommés. Il y a le chêne Mathusalem, il y a le Jupiter, qui évoquent leur puissance, leur longévité. Mais ces bois qui étaient destinés à des bois de marine, ils ont été complètement disqualifiés, parce que quand ils ont commencé à atteindre la taille pour faire des mâts, au XIXe siècle, le bois ne servait plus dans la marine, sauf pour faire quelques trois-mâts, quelques voiliers d'une autre époque, mais sinon tout avait été suppléé par d'autres matériaux, le fer, le métal. Et donc les chênes de Colbert, prévus pour servir à la marine, n'avaient plus du tout cette vocation-là. Mais quelques dizaines d'années plus tard, ils ont retrouvé une nouvelle vocation qui n'était pas du tout prévue à l'origine, dans la prospective de Colbert. C'était le bois dont on a fait les tonneaux, les barriques, pour faire vieillir les grands vins de Bordeaux et de Bourgogne. Et actuellement, le prix le plus élevé dans le matériau bois en France, on a les prix, souvent tous les ans, il y a les prix du bois, avec donc des prix moyens, mais les prix du chêne pour faire les mérins, les éléments qui servent à fabriquer les barriques, atteignent des valeurs astronomiques. Et l'an dernier, le directeur des ventes de l'Office national des forêts me disait qu'il y a du mérin de barriques venant de la forêt de Troncé, donc une des plus célèbres forêts de chênes plantées sous Colbert. C'était vendu à 50 000 € le mètre cube. Ça fait à peu près 70 000 $ canadiens pour un mètre cube de bois de chêne qui sert à faire du mérin. Sinon, le chêne sert aussi à faire du déroulage pour faire ensuite du plaquage. Et là aussi, ça a des valeurs très, très élevées. Mais donc, ça n'a pas du tout servi à des bois de marine. Par contre, ça a servi à des bois de barriques qui atteignent des valeurs très, très fortes. Et un des premiers messages, et que je reprendrai à la fin, c'est l'idée d'avoir voulu faire quand même une forêt de qualité, avoir voulu avoir des chênes de qualité, des chênes exceptionnels. Et même si l'usage prévu à une époque, puisque la forêt se gère dans le temps long, se gère surtout pour des chênes sur 1 voire 2 siècles, vous, avec les résineuses, c'est souvent de l'ordre du siècle, mais c'est des pas de temps qui font souvent 1, 2, voire 3 générations humaines.
L'idée, c'est d'avoir des produits, de maintenir des produits de qualité qui fatalement trouveront une utilisation qui n'est peut-être pas celle qu'on pense au moment présent. Alors donc Colbert s'était trompé. À propos de forêt, on est dans un contexte où dominent souvent des motifs d'inquiétude. Alors motifs d'inquiétude d'abord du côté des marchés du bois, mais ça je n'en parlerai pas. J'ai un collègue que j'ai vu hier soir parce que les organisateurs de la journée ont eu la bonne idée de nous faire nous rencontrer les différents conférenciers de la journée hier soir et on a pu échanger, voir qui on était et ne pas se contenter de faire notre prestation à la sauvette maintenant, mais aussi de pouvoir parler de ce qu'on va dire et de ce que l'on est et d'interagir. Et je trouve que ça aussi, c'est à mettre au crédit de cette association que j'avais vue sur Internet, mais la voir vivre de l'intérieur, avoir été accompagné hier toute la journée par Gérard Poulain, visiter une scierie, aller à l'université de Chicoutimi. Là aussi, ça fait partie d'un plus où on ne se contente pas d'attendre une prestation limitée, mais où on essaie de créer du lien, de créer de l'échange. Et ça fait partie aussi d'une philosophie à laquelle j'adhère totalement. Alors, il y a énormément de motifs d'inquiétude. Le marché du bois, je n'en parlerai pas, parce que Daniel Rouleau, qui sera le dernier des conférenciers de l'après-midi, est bien plus compétent que moi. Et j'ai appris des choses passionnantes, déjà hier soir. Il y a une liste de menaces potentielles aussi traditionnelles qui est très impressionnante à propos de la forêt. Et vous les connaissez bien. Le feu, encore plus que nous, même si en région méditerranéenne, on a, en France et dans le bassin méditerranéen, les incendies, c'est un élément important. Ici, vous avez aussi parmi les plus gigantesques feux de forêt potentiels. Les tempêtes, en France, on en a connu plusieurs, notamment en 1999, puis en 2003, qui ont surtout frappé toute la France en 1999, et en 2003, surtout le massif Lordais, qui, à quelques années d'intervalle, a connu donc 2 tempêtes terribles. Les insectes, quand je faisais des cours sur la forêt boréale il y a déjà 20 ans, je parlais à mes étudiants de la TBE, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui était un insecte ravageur capable d'attaquer les sapins baumiers, les différentes épinettes, et qui, dans les années 70-80, a fait des dégâts énormes dans la forêt de part et d'autre du Saint-Laurent. Le gel, la sécheresse qui peut être un facteur assez terrible, et c'est vrai qu'en France, depuis dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a connu quelques sécheresses très, très impressionnantes, et notamment celle de 1976. Et c'est une des sécheresses qui avait pris en défaut les forêts dont je vous parlais tout à l'heure, les forêts de chênes de Colbert, pour faire des bois de marine. Le problème des chênes de Colbert, c'est qu'en France, on a 2 grandes espèces de chênes dominantes, le chêne pédonculé et le chêne sessile. Et le chêne pédonculé, c'est un chêne qui pousse plus vite, qui a des glands plus gros, qui vient dans des stations forestières plus riches, mais qui est plus sensible à la sécheresse. Et lors de la grande sécheresse de 1976, une partie de ces très vieux chênes ont commencé à dépérir, à la grande inquiétude des forestiers, et c'est parce que ceux qui dépérissaient en premier, c'était les chênes pédonculés. Quand les forêts avaient été plantées en chêne sessile, elles étaient beaucoup plus résilientes, beaucoup plus résistantes. Les pluies acides, c'est aussi, alors là c'est plus conjoncturel, c'est à partir des années 70 et surtout 80 en France et en Europe, mais aussi au Canada, que c'est devenu le fléau majeur des forêts. Et je me rappelle être venu ici au Québec en 1992, et une des premières choses que j'avais vues sur l'autoroute, c'était d'immenses panneaux avec ce slogan « Il pleut à mourir », montrant bien que vous avez de la créativité pour trouver des slogans ou des expressions. Et en France aussi, on disait « Les forêts vont dépérir, vont mourir, en Europe, il y aura bientôt plus de forêts ». Et tous ces prophètes de malheur, ces Cassandres, ont dû revoir leur copie à la baisse. Certes, il y a eu des dépérissements, mais là aussi, c'était souvent dans des stations forestières où les arbres n'étaient pas tout à fait à leur place, où les pratiques sylvicoles étaient un peu limites. Et même si les pluies acides, c'est un phénomène qui existe, qu'on peut contextualiser, qu'on peut étudier, vouloir en faire le mal absolu et le fait qu'il va signer l'arrêt de mort des forêts, là encore, c'était une démarche d'exagération, faisant appel à des ressorts de peur pour essayer de vendre une protection de la forêt qui finalement ne fonctionne pas, parce qu'au bout de quelques temps, quand les gens se rendent compte qu'un fléau dont on a annoncé qu'il allait
rayer des millions d'hectares de forêt de la carte. Ce n'est pas tout à fait ça. Les gens se désintéressent, ils ne croient plus à certains discours qui sont des discours outranciers, des discours exagérés. Donc, quelques images pour rompre avec le texte. Astérix et Obélix, ce sont deux héros franchouillards qui ont un grand succès mondial, puisqu'il y a plusieurs centaines de millions d'albums qui ont été vendus et traduits dans plus de 40 langues. Et les Gaulois, personnages courageux entre tous, qui ont longtemps résisté à César, la légende dit que leur grande inquiétude, c'était que le ciel leur tombe sur la tête, mais que sinon ils avaient peur de rien. Mais donc, la peur, c'est quand même ce qui est un des vecteurs d'un certain nombre de messages sur la forêt et l'environnement. Et il n'y a pas que dans les albums et dans les bandes dessinées qu'on utilise la peur. Voilà un programme de recherche de la plus grande agence de recherche française qui finance plusieurs centaines de millions d'euros chaque année pour soutenir des programmes. Et là, vous aviez des programmes de recherche de l'Agence nationale de la recherche dont le titre était « La 6e extinction ». Alors là aussi, j'y crois pas du tout. J'ai écrit des articles là-dessus, notamment qui s'appelait « La confusion des chiffres et des territoires à propos de la biodiversité » pour montrer qu'on amalgame, on mélange. Il y a une foule de discours qui ne sont pas scientifiques, mais là aussi, je passe très vite parce que mon collègue, ça y est, j'ai oublié son André Desrochers vous en parlera juste après moi. Mais hier soir, on a eu l'occasion déjà de débattre et on est un peu sur la même ligne. On refuse d'entrer dans ces discours sur la 6e extinction où, quand on regarde bien les textes, les gens, on utilise toujours le conditionnel, ils disaient « pourrait »,« serait »,« il est probable », mais alors que les scientifiques sont souvent quand même hyper prudents, la grande presse ou même certains élus ou dans les organismes ministériels, on prend la 6e extinction comme un fait acquis, alors que ça reste vraiment une hypothèse extrêmement discutable et pour moi totalement falsifiée. Alors, là je vais faire une attaque contre quelques personnes, mais c'est pas bien. Dans les discours et les postures d'un certain nombre de personnes, un certain nombre de gens ont fait leur carrière sur des discours apocalyptiques, des discours de peur, des discours de fin du monde, de disparition de l'humanité. Et donc c'est ce que j'ai appelé les chevaliers de l'Apocalypse. Je vous en montre qu'un, qui est un Nord-Américain, c'est notre voisin Al Gore, donc crachant le feu de la malédiction et du réchauffement climatique. Sur une diapo que j'avais utilisée en France, je montrais deux personnes de chez nous. Il y a Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand aussi, qui sont des grands communicants, mais qui aussi vendent de la peur, vendent du désastre, et qui sont dans ce même registre. À la fois, leur démarche part de bons sentiments, mais leur discours est finalement, à terme, démobilisateur, parce qu'à trop agiter le chiffon rouge de la peur, de l'angoisse, de la malédiction, ça en devient, comme disent les sociologues, contre-productif. Alors là, je retrouve un peu le thème des extinctions et plutôt de la compétition des aliens, les espèces qu'on dit invasives. En France, au XIXe siècle, on avait un plus joli nom pour les espèces qui venaient, d'ailleurs, on disait les exotiques. C'était des espèces qui venaient donc des colonies, qui venaient d'outre-Atlantique ou d'outre-Pacifique. Mais dès le XIXe siècle, dès qu'on a commencé à introduire des espèces, d'abord dans les châteaux, dans les manoirs en France, chez les nobles, dans l'aristocratie, puis dans les forêts, il y a eu des mouvements de refus de ces espèces venues d'ailleurs. Et donc ce mouvement de refus de l'altérité, des introductions d'espèces, c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs siècles en France, en Europe, qui a une histoire et qui continue à avoir une actualité très très présente. J'ai eu l'occasion d'aller dans les 10 dernières années en Australie et en Afrique du Sud, et c'est deux pays qui luttent de façon féroce contre les plantes et les animaux étrangers. Alors ça se conçoit quand les Australiens... On a introduit le lapin, quand ça a proliféré, quand vous avez plus de 100 millions de lapins, ils ont été obligés d'introduire la myxomatose pour essayer de contrôler, de détruire les populations de lapins. Mais malgré tout, il y a eu des populations résistantes de lapins. Sur les 100 millions, ils sont arrivés à des chiffres de 5 millions, mais des 5 millions de lapins résistants à la myxomatose. Donc ça a repris. Et on a là effectivement l'exemple d'invasions qui
qui atteignent des explosions et qui posent de véritables problèmes écologiques. Ils ont aussi introduit dans leur plantation de maïs le crapaud buffle, qui est aussi un animal hyper dangereux, ce qui fait qu'en Australie, dès que vous passez d'un état à l'autre, vous êtes fouillé, il y a des chiens qui viennent vous renifler pour voir si vous ne transportez pas des graines de plantes ou des animaux dans vos bagages, même d'un état à l'autre, pour éviter la propagation de ces espèces invasives. Et l'endroit où ça m'a encore le plus choqué, c'était en Afrique du Sud, qui venait de sortir de l'apartheid, donc de la séparation entre blancs et noirs qui était institutionnalisée. Maintenant, ils ont institutionnalisé le refus des plantes venues d'ailleurs. Donc, ils ont d'énormes affiches sur les aliens, les invaders, les envahisseurs, et toute plante venue d'ailleurs est considérée comme un danger. Et c'est un des moyens de mobiliser la population, toutes les classes sociales, pour arracher, éradiquer, brûler toutes ces plantes venues d'ailleurs. On a là donc un débat qui peut atteindre des formes très virulentes. On est un peu loin de la forêt, mais un certain nombre de ces espèces peuvent être des espèces forestières. En France, on a l'exemple, comme plante invasive, d'un prunier qui vient d'ici, de l'Est de l'Amérique du Nord, qui s'appelle Prunus serotina. C'est une essence c'est un petit arbuste qui a été introduit dans les forêts françaises au XIXe siècle, et puis qui ne marchait pas très bien, mais les forestiers se disaient que ça pourrait être une essence pour faire du bois de chauffage ou du charbon de bois. Et puis, pendant des années, Prunus serotina, ils n'arrivaient pas à l'installer. Et depuis 10 ou 20 ans, c'est devenu une essence qui a explosé. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est des causes climatiques, des causes biologiques? Mais dans les forêts de Compiègne, dans les forêts de tout le nord de la France, le Prunus serotina devient omniprésent et il concurrence les espèces locales du sous-bois, les sureaux, les sorbiers des oiseleurs. Donc on a là l'exemple d'une espèce qu'on a introduite, qu'on voyait comme une espèce miracle qui ne marche pas, et puis tout d'un coup une réussite exceptionnelle, et dans ce cas-là, on veut se mettre à lutter contre elle. On a aussi un autre exemple, ce n'est pas une espèce forestière, c'est une espèce de fixation des dunes littorales. C'est une plante qui vient d'un milieu méditerranéen d'Afrique du Sud, qu'on appelle la figue des Hottentots, ou encore les griffes de sorcière. C'est une plante grasse avec des grosses feuilles vertes gorgées d'eau, c'est Carpobrotus edulis, qui a des fleurs superbes aussi, des très grosses fleurs roses ou jaunes. Et c'est une plante qui a le don de fixer les dunes littorales, de fixer les sables littoraux, qui étaient des sables qui se déplaçaient, qui menaçaient des habitations, des infrastructures. Donc, au milieu du XXe siècle, en France, on a fixé une foule de dunes littorales avec cette figue des Hottentots. Et actuellement, les écologistes disent « Ah oui, mais attention, la figue, elle prend la place de la végétation indigène, nos chardons, notre Oya, notre Ammophila arenaria est menacée par cette figue des Hottentots. » Et puis en plus, sous ce tapis de figues, de ces griffes de sorcières qui couvrent très bien le sol, se cachent beaucoup de rongeurs, et notamment des rats qui peuvent être des propagateurs de maladies. Mais donc, entre le risque de maladie, la menace pour la flore indigène du côté du passif, mais du côté du positif, de l'actif, le fait que ça contribue à fixer les dunes littorales et à préparer ensuite l'installation de la forêt, la fixation par des pins maritimes ou des pins d'Alep dans le Midi. Et puis le fait que les touristes adorent cette plante. C'est une plante qui a des fleurs superbes. Les griffes de sorcière aussi, c'est une plante qui visuellement, esthétiquement, a caché, a une floraison qui dure longtemps. Et l'aspect protection et l'aspect esthétique, l'aspect accueil, l'aspect capital touristique contrebalance l'aspect risque écologique. Et qu'est-ce qu'on fait? On les arrache, on les remplace par quoi? Et il y a de véritables débats sur ces questions des plantes invasives. Puis il y en a une foule actuellement dans les ripisylves, les forêts de bord de cours d'eau. On a la renouée du Japon, c'était la dernière petite plante à droite, qui aussi je crois que j'avais aussi une plante aquatique, bon, c'est un peu loin de la forêt, c'est la caulerpe, c'est une plante, une algue qui, en France, s'est échappée, soi-disant, des aquariums de la ville de Monte-Carlo. Une fois qu'ils avaient vidé les aquariums, il y avait cette plante qui était une caulerpe qui venait des mers tropicales et qui s'est étalée sur tout le littoral méditerranéen, italien, français, espagnol, au détriment, là aussi, des algues locales. Et il y a eu des grands problèmes. J'en dis peut-être trop là, sur les invasives, puisque... Mais tu parleras plutôt des invasives locales ou de l'extraction. Mais voilà donc toutes ces questions des aliens. La caulerpe, c'est la plante du haut. Et, ouais.
Alors plutôt que la peur, voilà quelques-unes de mes publications, je fais de la pub. J'ai fait une géographie de l'environnement qui refuse, avec un collègue, Laurent Simon, qui refuse le discours catastrophique. Avec une collègue, on a coordonné un atlas des développements durables pour dire qu'il n'y a pas un seul modèle du développement durable, mais que dans chaque région, dans chaque contexte, en fonction des particularités locales, on doit réfléchir à comment articuler l'économique, le social et l'écologique. J'ai participé à un ouvrage sur les biodiversités où naturalistes, géographes et historiens dialoguaient. Et puis un article des Annales de géographie sur la confusion des chiffres et des territoires à propos de biodiversité. Quelques-unes de mes publications montrant que dans tous ces cas, je refuse le discours alarmiste et catastrophiste pour préférer le débat, l'explication et la confrontation. Alors là, c'est pour revenir à lire le passé dans l'avenir. Là, vous avez l'exemple de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée un peu avant la Révolution française et qui est un peu l'ouvrage, le sommet des connaissances du siècle des Lumières, de tous les grands philosophes, Montesquieu, d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire. Et notamment, il y a des planches sur la forêt et des planches sur les meules de charbon de bois, la cuisson du charbon. On a du mal à s'imaginer actuellement que nos forêts, en France et en Europe, il y avait des charbonniers et des meules et des aires de fabrication du charbon de bois partout. Actuellement, dans une région qu'on appelle la Haute-Vallée de la Dordogne, c'est une rivière qui conflue avec la Garonne près de Bordeaux pour former la Gironde et l'estuaire de la Gironde. C'est une région qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme joyau écologique. Et des étudiants de l'Université de Limoges ont étudié cette Haute-Vallée de la Dordogne et sur tous les versants, ils trouvent des centaines et des centaines de traces de charbonnières. Donc, un lieu qui, en 2012, est devenu un des hauts lieux de la biodiversité. Il y a 1 siècle et 2 siècles, c'était un lieu où on raclait tous les bois pour faire du charbon de bois. Et on avait des paysages totalement découverts, comme ceux un peu qui entourent ces grandes meules qui servaient à faire du charbon de bois. Donc, pour montrer, là encore, que les usages peuvent varier énormément et que des usages qui, à certains moments, paraissent excessifs, ne signent pas forcément l'arrêt de mort de l'arbre, de la végétation et de la biodiversité. Alors aujourd'hui, dans tous les congrès forestiers mondiaux, on essaye de prôner un équilibre entre la ressource environnementale, la biodiversité. L'image pour la santé et la vitalité est bizarre, c'est l'image d'un incendie de forêt, mais c'est aussi une forme de régénération parfois de la forêt. Un des exemples les plus connus, quand j'avais travaillé sur les incendies, c'est le grand incendie de Yellowstone. Les forestiers américains, pendant plus de 100 ans, avaient complètement jugulé tous les incendies, puis ils se sont rendus compte tout d'un coup qu'il n'y avait pas de régénération naturelle, et ils ont laissé partir un incendie. Bilan, ils ont eu 600 000 hectares de brûlés dans le parc, à l'extérieur du parc, donc c'était une solution radicale, c'est ce qu'ils avaient appelé le let burn, on va laisser brûler. Bon, ils ont laissé brûler, mais vraiment brûler à fond. Mais là aussi, l'incendie, derrière, ça a permis effectivement une régénération, une reconstitution des milieux, mais là, la solution aussi avait été d'un radicalisme peut-être excessif. La production, alors l'image des stères de bois ou des grumes comme ça, c'est une image qu'en France, lorsque vous proposez ça dans les gens, c'est plus très bien vu dans le... Je fais partie aussi donc d'un comité qui s'appelle Forêt d'exception, où on essaie de classer certaines forêts qui serviront de forêts modèles, des rapports entre les forêts de l'État et les autres usagers de la forêt. Et on nous demande souvent d'éviter de montrer d'images d'arbres abattus. L'arbre abattu, c'est l'arbre mort, et il y a une véritable frilosité, un véritable refus de voir en face que pour avoir un crayon, un papier, pour avoir du papier, pour avoir la masse d'ustensiles en bois qu'évoquait Gérard Poulain, il faut couper des arbres. Donc, on a de plus en plus de mal à admettre en France cette image de l'arbre abattu. Et je ne vous parle pas de la coupe blanche ou de la coupe rase, qui est l'horreur absolue. Forêt de protection, et puis forêt socio-économique, tous les bienfaits, maintenant on dit les aménités que peut continuer à apporter la forêt. Toujours le bois de chauffage, là c'est une photo qui vient sans doute d'un des pays des Balkans. Alors, elle n'est pas terrible, cette diapo, mais c'est une photo extraite d'un travail d'un collègue qui s'appelle Léonard, qui était un ingénieur forestier et qui a fait une thèse, c'est des trajectoires de forêts. Il a pris des forêts
où en montrant sur un pas de temps d'une centaine d'années, en fonction du développement socio-économique et de la richesse des forêts, on avait des forêts où au début c'était des forêts nourricières, des forêts à tout faire. En bas, là on a des forêts de subsistance, puis on va vers un stade de la forêt industrielle, et puis on arrive finalement dans les pays les plus développés à ce qu'il appelle la forêt friche ou la forêt sanctuaire, la forêt à laquelle on ne touche plus, la forêt sacralisée. Et donc, suivant les pays, vous avez donc des trajectoires forestières où on passe d'une forêt nourricière, d'une forêt de subsistance, à une forêt industrielle ou une forêt qui est calibrée pour des usages bien précis de bois d'œuvre ou de bois de chauffage, et puis à une forêt finalement où on ne veut plus exploiter du bois, qui devient la forêt friche, la forêt sanctuaire, et qui est considérée comme un retour à la forêt idéale, la forêt des temps premiers, à une sorte d'Éden. Donc, il y a un article de Léonard dans la Revue forestière française que je vous incite à lire, qui est assez stimulant et qui montre ces trajectoires de différents pays. Alors, pour faire bouger les choses, faut-il légiférer ? La loi, certes, a son intérêt, mais la législation, là, c'est la page de garde de l'ordonnance de Louis XIV, concoctée par Colbert, montre que la loi, c'est bien, mais cette ordonnance, elle venait après une dizaine d'autres ordonnances précédentes, et pendant tout le XIXe siècle, elle a sans arrêt été rééditée, réaménagée, parce que les gens, dès qu'il y a la loi, les gens trouvaient le moyen de contourner la loi et de ne pas y adhérer. Et à propos de la dimension, les enseignements du passé, notre étude, donc à partir d'un certain nombre de revues, de la grande législation forestière de Colbert, du code forestier de 1827, nous a amené à distinguer trois grands modèles historiques de multifonctionnalité ou de multi-usage. Au cœur du système, il y a notre hypothèse, c'est qu'il y avait des offres de qualité forestière et des demandes de qualité forestière. Et donc, c'est important d'identifier qui est capable de proposer des produits forestiers de qualité et puis qui est-ce qui est capable ensuite de les demander. Ces produits forestiers, sous l'Ancien Régime, c'était la pêche en partie, puisque c'est une ordonnance sur les eaux et les forêts. Le bois de chauffage, les bois de chablis, qui étaient très recherchés, mais aussi tous ces usages de l'Ancien Régime qui ont quasiment disparu, le panage, le pâturage, la glandée, et tous les petits marchés des menus produits, les cueillettes en forêt, qui étaient quelque chose de très abordant et qui avait un rôle vital pour la subsistance. Tout ça, ça se jouait sur des territoires de gestion qui allaient depuis la parcelle élémentaire jusqu'à des départements forestiers et les grandes maîtrises des forêts. Et puis ici, il y a donc des produits, des territoires, des acteurs avec un acteur absolu qui était le roi, qui avait un pouvoir divin et absolu, des acteurs forts, les acteurs propriétaires, les seigneurs, les moines, les ecclésiastiques, et quelques communautés, quelques particuliers, et puis des acteurs gestionnaires qui étaient toute la technostructure forestière visant à faire respecter la fameuse législation sur les eaux et forêts. Et on a fait donc des études sur le nombre de mots utilisés dans l'ordonnance. Les acteurs faibles, ceux qui apparaissaient marginalement, c'est les marchands, les bûcherons, les charretiers, les habitants, les usagers, tous ceux qui étaient les vrais utilisateurs, qui étaient au contact de la forêt, mais eux, l'ordonnance les ignorait quasiment totalement, alors que c'était eux qui étaient les acteurs principaux. Et puis on avait essayé mais alors je ne suis pas satisfait du tout, à voir l'échelle mondiale était pas très importante, même si l'idée d'avoir des bois de marine, c'était quand même dans une perspective de stratégie mondiale. L'essentiel, c'était d'avoir un règlement qui avait valeur nationale, et donc la législation de l'Ancien Régime, cette législation multi-usage concernait surtout le niveau national, puis ensuite, elle était déclinée régionalement et localement, mais sous le chapeau d'une législation nationale très forte. Alors, ces multi-usages, c'était quelque chose de très intéressant, parce que il y avait l'ordonnance de Colbert, qui était la volonté d'État centralisatrice, mais en même temps, il y avait des droits d'usage. Et tous ces droits d'usage, ils étaient négociés localement. Ils étaient négociés localement entre un propriétaire et des usagers. Et il y avait ce qu'on appelait des coutumes, des coutumiers qui codifiaient les droits d'usage, qui étaient enregistrés devant les parlements à Paris ou en province, ou à Bordeaux, ou à Lyon.
Et on avait là l'exemple d'une négociation, d'une gouvernance quand même au plus près du territoire, où entre les utilisateurs et puis les propriétaires, des négociations de ces droits d'usage. Le deuxième modèle historique, c'est le modèle du 19e, 20e siècle, où il y a eu un traumatisme, une crise majeure, la Révolution française, et un changement majeur de propriété. Il y a de nouveaux acteurs propriétaires, il y a toujours l'État, mais il y a les particuliers, il va y avoir des millions de propriétaires privés qui vont faire leur apparition. Et dans ce cas-là, il y a un changement dans les acteurs gestionnaires, ça sera des ministères, à un moment le ministère des Finances puis le ministère de l'Agriculture qui va s'occuper de la forêt. Les bois pour la marine sont en voie de disparition au 19e, les bois de construction et le bois de chauffage aussi vont diminuer, et on a l'apparition là de nouveaux produits qui sont plutôt la recherche de produits de construction. Et tout le 19e siècle, en France, c'est ce qu'on appelle le cantonnement des droits d'usage. Les droits d'usage de l'Ancien Régime, on essaye de les restreindre sur des territoires très limités. Et au contraire, dans les forêts domaniales, dans les territoires de gestion, on va essayer de favoriser la marche vers la futée. C'est ce qu'a de mes collègues qui s'appelait Roger Blais, qui a contribué à faire un beau film ici sur les draveurs au Canada, avait appelé la grande conversion forestière au XIXe siècle, qui a été le passage des taillis, le mode d'exploitation forestier dominant d'Ancien Régime. Et le XXe siècle, on a qualifié ça de retour à la multifonctionnalité. Sous l'Ancien Régime, on appelait ça le multi-usage. Là, c'est le retour de la multifonctionnalité, où le bois va servir à protéger l'eau, à la biodiversité, à la protection paysagère, à l'accueil du public, à la chasse qui était déjà une tradition, mais sous l'Ancien Régime qui était réservée aux rois et aux seigneurs et qui se démocratise, avec à un moment donné plusieurs millions de chasseurs en France, et avec le bois énergie. Donc il y a un complet renouvellement des usages, mais aussi avec des demandes de nouveaux acteurs, les ONG, les parcs naturels régionaux, les communautés de communes, les syndicats mixtes d'aménagement du territoire, tout ce réajustement administratif que vous connaissez ici aussi, et qui font qu'il faut de nouveau négocier, avoir de la concertation, penser à une nouvelle gouvernance, établir des chartes de territoire, et puis essayer de travailler à multi-échelle, ne pas avoir seulement le nez sur une seule échelle. Donc voilà résumé ces trois moments. Sous l'Ancien Régime, c'est un temps de crise énergétique parce qu'il n'y a que le bois quasiment comme ressource énergétique. On a une forêt à tout faire, une forêt nourricière, une forêt qui fournit du chauffage, du bois de charpente pour l'habitation. Et puis c'est la grande ressource pour les proto-industries du verre, de la sidérurgie et des plâtreries. Et on a une forêt qui est énormément mise à contribution, une structure de propriété avec les forêts royales, seigneuriales, ecclésiastiques qui tiennent le haut du pavé, une forêt multi-usage, et où il y a un rôle social dominant et un rôle économique omniprésent. On ne se préoccupe pas d'écologie. Alors, au XIXe siècle, là, on passe à la forêt industrielle à rendement soutenu, dualité forêt publique, forêt privée, avec beaucoup plus de forêts privées que de forêts publiques. L'Europe, c'est un cas un peu totalement à part, où il y a des millions de propriétaires privés, ce qui n'est pas du tout votre cas canadien, et qui fait que ce n'est pas tout à fait aussi les mêmes façons donc, de raisonner du point de vue du côté des propriétaires forestiers. On a toujours le grand débat entre bois de chauffage et bois d'œuvre, et le bois de chauffage plonge et le bois d'œuvre devient de plus en plus important. Et le rôle économique là, devient dominant de bois de qualité, de bois d'œuvre, et le rôle écologique est seulement émergent avec les premières forêts de protection qui se créent dans des endroits où il y a des grosses catastrophes écologiques, en montagne, dans les Alpes, avec ce qu'on appelle les Pyrénées, la restauration des terrains de montagne, parce qu'il y avait des inondations féroces, et puis sur le littoral, où on a les dunes qui avancent, et notamment dans le massif landais, où l'énorme cordon dunaire littoral submergeait parfois des villages entiers, et où on se dit qu'il faut créer des forêts de protection. Et donc le XXe siècle, c'est le temps de la mondialisation. On est maintenant dans la logique des forêts dites durables, où il faut équilibrer la triple exigence de l'accueil, j'ai appelé ça les 3 pros, produisons, protégeons et promenons-nous. Et il faut essayer d'arriver à un équilibre qui n'est jamais facile
à négocier, et surtout lorsqu'on veut arriver à avoir ces trois fonctions sur le même territoire. Si on spécialise des forêts pour l'accueil, des forêts pour l'écologie, pour la protection, et des forêts pour la production, à la limite c'est plus simple, mais il faut, dans nos pays où on a la tradition de tout faire dans le même espace forestier, il faut arriver à gérer des contradictions et des demandes différentes. Donc, il y a de nouveaux partenaires qui apparaissent, comme les parcs naturels régionaux, une législation européenne de Natura 2000 avec des documents d'objectifs pour gérer certains habitats à forte richesse biologique. Et puis, il y a toutes ces nouvelles fonctions, l'accueil, la biodiversité, le gaz carbonique et le carbone, qui sont devenus des nouvelles injonctions très fortes et avec souvent, donc, là aussi, des a priori et des messages qui sont exagérés et qui ne sont pas admis par la majorité de la population. Et donc, c'est la recherche d'un équilibre entre ces trois modes d'utilisation du territoire. Suivante. Alors là, on avait étudié aussi, à côté de ces grandes ordonnances forestières, les grands rapports forestiers. La France, on commande des rapports forestiers. Je ne sais pas si vous avez cette maladie-là au Québec, mais entre le rapport de Bertrand Jouvenel en 1970 à gauche, le rapport Durour sur la production de bois, le rapport Bianco qui s'appelait « Vers la forêt du XXIe siècle », le rapport Juillot plutôt sur le bois et le rapport Monin qui était le président des communes forestières françaises. Vous voyez que tout ce qui est en vert, ça concerne la protection. Donc on voit que c'est quelque chose qui devient important dans les différents rapports, sauf dans ceux qui se préoccupent de production de bois. Là, le vert, il est inexistant. Le rapport le plus équilibré, c'était le rapport Bianco qui a servi de base pour la grande loi forestière de 2001 pour essayer justement d'arbitrer et d'équilibrer les différents usages. Les usages de production qui sont en bleu et puis les usages d'accueil, de tourisme, de loisirs en forêt qui sont des activités émergentes et qui sont de plus en plus discutées. Suivante. L'idée, c'est que lorsque l'on étudie la forêt, on ne peut pas se contenter d'avoir une vision une monovision, mais il faut prendre en compte une foule de systèmes interagissants. Il y a le système politico-juridique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les lois, à qui appartient la forêt, quels sont les droits d'usage, quels sont les procès à tenter. Il y a le système technico-économique qui concerne l'aménagement pour la gestion, de l'exploitation, la vente des coupes, les recettes, tout ce qui concerne la production. Un système social avec des usagers, avec des conflits, avec des pratiques, des habitudes, des coutumes, des intérêts divergents. Un système écologique, un écosystème avec des dynamiques végétales, la prise en compte de la biodiversité, les fonctionnements des systèmes, des processus. Et puis un géosystème avec l'importance du paysage, du territoire, des réseaux et de la mise à plat au travers de systèmes d'information géographique. Et puis le psychosystème que des gens oublient, mais je me suis rendu compte qu'à l'université de Chicoutimi, on prenait en compte à la fois l'acceptabilité sociale et puis aussi cette dimension mythique, sacrée de la forêt. J'ai vu une collègue qui travaillait sur ces questions-là dans un laboratoire de naturalistes et j'ai trouvé ça très sain, très dynamique et très porteur d'avenir. Et suivante. Ces systèmes, sous l'Ancien Régime, vous aviez le système politique et le système économique qui était la technostructure qui était absolument écrasant. Sous le 19e, 20e siècle, on prend de plus en plus en compte le système social, il y a plus de négociations, il y a plus de propriétaires privés, l'écosystème commence à émerger à la fin du 19e. Et puis, la perspective pour le 21e siècle, ça serait d'arriver à un équilibre où on ne laisse pas un des systèmes qui agit et qui a de l'influence sur la forêt sur le bord du chemin, mais qu'on se préoccupe tout autant des mythes, de la publicité, des phénomènes de mode que du fonctionnement biologique, des types de stations forestières, des sols ou de la biodiversité végétale et animale. Suivante. Alors là, on avait étudié aussi tous les grands congrès forestiers mondiaux. On voit que les premiers congrès forestiers, ça a d'abord eu lieu, vous voyez, Budapest, le premier à Rome, Budapest, Helsinki. Il y a l'Europe qui est au début des congrès forestiers mondiaux, qui est le lieu principal. On parle beaucoup de bois et surtout d'économie. Regardez, les premiers congrès forestiers, c'est surtout du bois et de l'économie. Et puis progressivement, on voit monter les préoccupations de protection, les préoccupations sociales. Vous avez eu le congrès forestier. Gérard nous a montré le dernier congrès, le 14e, celui de Durban, n'est pas là-dessus. Mais
le 12e congrès forestier à Québec, c'était la forêt, source de vie, et où les aspects justement biologiques, sociaux, humains étaient valorisés. Et on voit cette progressive montée, là aussi, et d'équilibre entre les systèmes. Suivante. Alors ça, c'était aussi à propos de la guerre des labels et des différents labels proposés pour certifier que le bois provient de forêts gérées de façon durable, équitable, raisonnable. Et c'est un de mes grands dadas, c'est pour montrer qu'il y a là toute une série de processus pour gérer la forêt. Vous voyez, vous avez vous aviez toute l'Amérique du Nord qui est dans le même paquet. L'Amérique du Nord est dans le même paquet. Toute la Russie, l'Afrique, il y a 2 Afriques. Mais ces grands processus pour essayer de labelliser des forêts ne tiennent pas compte du tout des réalités écologiques. En Amérique du Nord, entre les forêts de l'Ouest et les forêts de l'Est, ce n'est pas la même chose. Entre la forêt boréale, l'érablière laurentienne ou la forêt appalachienne, on n'est pas du tout dans les mêmes milieux. Et pourtant, au point de vue administratif, au point de vue de la gestion mondiale, on met ça dans le même paquet. Et donc les structures de gestion administrative, leur déconnexion avec les structures écologiques réelles, là on est à une échelle mondiale, est un gros problème. Qu'on retrouve à toutes les échelles, localement aussi, ce n'est pas toujours dans le cadre d'une commune qu'on peut le mieux gérer un objet biologique, un objet vivant qui transgresse les frontières administratives. Et ça, c'est une grosse interrogation à avoir. Suivante. Je ne suis pas encore à 1 minute, Diane. Alors là aussi, on avait fait un tableau qui décide avec... qui décide pour voir à l'échelle mondiale, il y a les grandes ONG, l'ONU, la FAO, jusqu'à l'échelle locale, où on a des associations comme celle qui nous accueille aujourd'hui. Et là encore, il faut prendre en compte cet empilement des échelles et le fait que tout cela doit être articulé. Il n'y a pas une échelle qui disqualifie l'autre, mais il faut savoir que tout cela, et qu'à certaines échelles, on est plus préoccupé de grandes questions de biodiversité, de carbone, de climat, et à d'autres, on est préoccupé des gens, de travail, d'emploi et de gestion de la ressource. Suivante. Alors ça, c'est aussi la prise en compte de le Millennium Economic Assessment dans les années 2000, de tous les services que peut rendre la forêt, des services au point de vue de la ressource du bois, de l'industrie, mais aussi des ressources écologiques pour la protection de l'eau, protection des sols, pour la santé, tout l'aspect biologique avec la biodiversité et la régulation climatique, les aspects sociaux avec la récréation, le sport, la pêche, la chasse, et puis enfin les aménités qui sont à la fois du domaine spirituel, culturel et historique. Il y a des héritages, il y a des mémoires, il y a des traditions, il y a du religieux, il y a des mythes qu'on ne peut pas négliger parce qu'ils sont encore agissants maintenant. Suivante. Et donc, dernière diapositive, la forêt, donc, quand on est dans des périodes de crise, il faut changer de mentalité, de comportement. Donc, c'est un devoir. Il faut être en capacité de le faire. Donc, il faut à la fois avoir des financements, des gens prêts à s'engager. Il faut avoir du savoir. Et le savoir, ça peut être sans arrêt remis en question. Il n'y a pas un savoir intangible. Et certains disent savoir, se font passer pour des experts alors qu'ils sont quand même en situation d'incertitude. Et aussi faire savoir, et c'est ce que j'apprécie de l'association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que vous essayez de faire savoir et de faire savoir aux plus jeunes l'enseignement, l'éducation auprès des jeunes enfants et des adolescents. Je crois que c'est une cible stratégique, un lieu stratégique pour avoir un esprit critique, un esprit ouvert, et donc de passer de la culture de l'insouciance ou de dire que ce n'est pas un devoir de vertu, sans verser dans le catastrophisme, le pessimisme, tous les mots en isme, nombrilisme, on pourra en ajouter d'autres. Et puis, l'idée, c'est de penser à un développement qui ne soit pas seulement durable, mais aimable et désirable. Il faut avoir envie de faire des choses ensemble, il faut y croire, il faut être optimiste. Donc c'est ce message un peu béat que je vous donne, mais auquel je crois fermement. Et on est tous acteurs, on a tous à notre petite place quelque chose à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, merci, M. Arnould. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Vous avez remarqué qu'il y a des micros de chaque côté de la salle. Donc, je vous invite à aller au micro, à vous identifier et à poser votre question à M. Arnould. Ah oui, c'était de la pub pour mon dernier livre qui s'appelle « Au plaisir des forêts », où j'aborde un peu toutes
les grands milieux forestiers du globe, et puis tout un tas de questions sur les incendies, les tempêtes, de façon un peu provocatrice. J'avais fait des articles qui s'appelaient « Vive les incendies » pour dire que l'incendie, ce n'est pas toujours l'horreur absolue. Donc, j'ai souvent une position de provocateur. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question est bien simple. J'ai beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de ce que vous nous avez présenté ce matin. Le pourquoi, le Québec, on est une petite province qui commence juste à cultiver la forêt, à peu près 400 ans, contrairement à vous en France. Je voudrais savoir au niveau, parce que ma préoccupation au niveau des environnementalistes, activistes, c'est quoi le remède qu'on pourrait avoir pour qu'ils puissent, parce qu'on sait que l'évolution de ces gens-là se fait très tranquillement. Tu sais, ça veut dire ça va être probablement parce que, mettons, 1000 ans au niveau de l'Europe. J'aimerais avoir le remède parce qu'on a beaucoup de difficultés. On sait que la forêt au Québec, le régime forestier, c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les gens qui travaillent de la forêt. Puis par contre, on a toujours cette mauvaise presse-là, des allégations mensongères que ces gens-là font, puis ils ont la presse. On a de la difficulté à contrer ça. Puis je ne sais pas si en Europe, vous avez une recette qui est un petit peu mieux que la nôtre, parce qu'on a beau parler de... Peu importe l'acteur qui prend la parole ou qui essaie de lancer un message positif à la population, on reste toujours qu'on est dans une incertitude totale à toutes les semaines. Fait que si vous avez une petite recette, j'aimerais ça savoir qu'on soit capable de la partager. Merci. Merci. Bon, ce n'est pas une espèce invasive, l'écologiste, mais on ne peut pas l'éradiquer non plus. Et donc, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je voulais juste vous dire un exemple personnel. J'ai écrit aussi un article qui s'appelait « Vive les résineux ». En France, c'est des essences qui sont mal vues parce qu'elles provoquent de l'incendie, elles acidifient, c'est de la monospécificité. Et j'avais rencontré dans un débat il y a presque 20 ans au Muséum une dame qu'on appelait la Jeanne d'Arc du Morvan. C'était une dame qui luttait contre les résineux, contre les coupes rases. Pour elle, le Douglas, c'était le mal absolu. Et donc, on avait commencé à tamer un dialogue. Moi, je soutenais les résineux en disant que à l'échelle des territoires géologiques, c'est des espèces en voie de disparition, qu'il y a de superbes forêts mondiales de résineux, et donc on ne peut pas jeter l'opprobre. Il ne reste plus que 600 espèces de résineux, alors qu'il y en avait plusieurs dizaines de milliers à l'ère secondaire. Donc, j'ai essayé de lui faire avancer ces arguments-là, et puis en disant qu'une coupe rase, c'est aussi, ça permet une explosion de végétation, ça afflue de lumière. Mais donc, il fallait dialoguer. Je l'ai revue quand on a fait nos études sur la biodiversité il y a 5-6 ans. Elle avait déjà évolué, et surtout, elle avait mobilisé des gens pour acheter des forêts et devenir gestionnaire elle-même. Et du coup, en devenant gestionnaire, elle était nettement moins radicale. Et puis, là, encore récemment, je l'ai vue, elle m'a dit « Ah oui, ce que je disais il y a 20 ans, c'était outré exagéré. » Mais vous voyez, 20 ans pour faire évoluer une personne qui était quand même... qu'on l'appelle la Jeanne d'Arc du Morvan, régionalement, elle avait une envergure, elle avait la presse derrière elle, elle arrosait les genres d'articles et tout, mais en 20 ans, le curseur a réussi à bouger. Et il y a beaucoup d'autres cas aussi de collègues qui étaient des écologistes à visée étroite, qui ont réussi grâce à du dialogue, grâce à la participation, mais surtout, il ne faut pas... Ces gens-là, souvent, ça part de bons sentiments, c'est souvent, mais c'est souvent pas du rationnel, c'est de l'émotionnel. Et donc, il faut à la fois débattre, admettre les arguments. Il y a quand même leur idéal de protection peut être légitime, mais il n'y a que la discussion. On n'en sortira pas. C'est pas en disant vous avez tort, vous êtes dans la mauvaise voie. C'est en disant les choses sont simples, et il faut peser le pour et le contre, et puis arriver à des situations de compromis. C'est pas gagné. Mais ça marche, oui. Je ne parlerai pas de la forêt, c'est parce qu'il y a une belle tribune pour parler de quelque chose, des plantes envahissantes. Vous avez parlé de la renouée du Japon. C'est parce que je la connais, parce qu'elle m'a envahi aussi. C'est sûr que cette offre m'a amené à bout, mais regardez, là, il faut régler le problème quand même. Elle est présente beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Puis là, j'ai pensé à l'insouciance, parce qu'elle n'est pas connue. Puis, le long des routes, le ministère, autant le ministère des Transports que la voirie municipale, on la propage aussi par nos travaux. Fait que c'est pas pour accuser personne, mais c'est pour sensibiliser. Et c'est
actuellement, elle est envahissante, mais elle est envahissante au niveau agricole, mais elle peut-tu l'être aussi au niveau forêt? Si on l'introduit en forêt, peux-tu, c'est ça, là. Puis on vous connaissez nos forêts ici au Québec. Est-ce que c'est un danger? C'est un danger parce que vous avez 1 million de lacs dans le Labrador et puis des milliers ici dans la région du Québec. Et c'est une plante de bord des eaux, mais de bord des routes aussi. Elle est un peu ubiquiste, elle n'est pas seulement dans les ripisylves. Elle prospère bien le long des rivières, mais elle est le long des routes. Et puis quand on la brûle, elle se propage. Quand on l'arrache, elle se propage. Alors je ne sais pas, on a un organisme de recherche avec lequel j'ai longtemps travaillé, le CEMAGREF, qui s'appelle maintenant l'IRSTEA, qui a une revue qui s'appelait Ingénierie, où ils font des études justement pour éradiquer une plante, c'est jamais bon, mais arriver à la contenir, à la maintenir dans certains biotopes et qu'elle ne devienne pas envahissante dans les sous-bois forestiers. Et puis à la limite, souvent, une des solutions, c'est de trouver un usage industriel pour une plante, c'est d'en faire de la biomasse ou de l'utiliser pour de la chimie verte. Et donc, il faut qu'il y ait de la recherche. Ce n'est pas seulement en stigmatisant, en disant c'est la peste, c'est l'horreur, c'est l'alien, mais c'est en comprenant son comportement biologique, pourquoi elle est en train de gagner en ce moment dans la compétition avec les espèces locales, et puis comment de ce fléau, de ce mal, on peut faire un bien en faisant une ressource. Donc ça oblige à changer un peu. Mais en prônant des bonnes pratiques, justement en disant l'arrachage, c'est pire, en laissant traîner des drageons un peu partout, vous allez la propager. L'incendie, ce n'est pas le remède. Et donc là aussi, il y a de la formation, de la sensibilisation à tous les niveaux. Mais je n'ai pas de recette miracle. Je vous demanderai, n'oubliez pas de vous présenter lorsque vous êtes au micro. Thomas Morissette, ingénieur forestier, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Dans un premier temps, je voudrais remercier mon employeur d'avoir permis de participer à cette activité qui est d'ailleurs très intéressante. Dans un deuxième temps, j'aurais quand même un commentaire. Vous parlez, le thème, c'est lire l'avenir dans le passé. La lecture de l'avenir, moi, j'avoue, j'ai un peu de difficulté avec ça parce qu'on voit les gens qui lisent dans des boules de cristal, etc. Je pense que ça a une portée limitée. À mon point de vue, je pense que l'avenir doit être plutôt bâti sur la base de l'apprentissage de nos erreurs. De cette façon-là, je pense que c'est plus intégrateur. Ça nous permet de retirer ce qui est plus positif puis peut-être résister aux prophètes de malheur. Merci. Merci. Je suis d'accord aussi avec votre conclusion. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Puis merci à votre employeur de vous permettre de vous documenter, de dialoguer. Thomas, je ne comprends pas pourquoi, mais tu poses des questions chaque année, mais c'est la première année que je te vois remettre ça à ton employeur. Il doit y avoir quelque chose. Très courte. Hier, on a eu l'occasion d'échanger un peu, puis vous nous avez parlé de forêts vierges, de forêts intactes, de forêts mûres, et même tantôt, vous avez mentionné de forêts d'Éden. Juste pour suivre votre réflexion un petit peu que vous m'avez faite hier ou au souper. Oui. J'ai écrit des choses dans un livre provocateur qu'on avait fait entre géographes qui s'appelait « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête », justement. Et donc, moi, j'avais fait un chapitre sur les pluies acides. Et dans ce chapitre, je montrais aussi que derrière beaucoup de comportements, il y avait des arrière-pensées de culture biblique, de culture judéo-chrétienne en France, mais ici aussi dans le monde nord-américain, où vous êtes beaucoup nourris, plus chez les Américains que chez les Canadiens, de lecture de la Bible, où il y a d'ailleurs des choses très contradictoires dans la Bible entre l'homme sera maître et possesseur de la nature, et puis l'homme retournera en poussière et qu'un élément parmi d'autres. Et donc, entre la toute-puissance ou bien le grain de sable ou le grain de poussière, où est notre vraie place vis-à-vis de la création? Et on est donc souvent dans des contradictions. Et aussi, il y a énormément de connotations sexuelles. Quand on parle de forêt vierge, de forêt pristine, même le climax aussi, c'est des notions qui sont des notions un peu de choses idéales, de choses parfaites et de choses qui font appel à des mythes, le mythe de la virginité, le mythe du primitif. C'est la même chose que pour les peuples premiers. À partir de quel moment on peut dire qu'on est vraiment le premier,
Et le fait d'être le premier, est-ce que ça donne un droit sur tous les suivants, ceux qui sont arrivés après? On retrouve cette question, donc ces questions du primitif, de l'Éden, de l'idéal, soit biblique, soit à connotation plus trouble, dans une foule de choses. Et la gestion de la nature, ça doit prendre en compte aussi tous ces référents plus ou moins avoués, plus ou moins troubles dans notre subconscient. Il faut les débusquer, il faut à certains moments dire mais pourquoi tu emploies ce mot-là, qu'est-ce que tu as derrière, qu'est-ce que c'est que cette notion de primitif, d'idéal. Ce qui m'avait frappé aussi en Australie. En Australie, vous avez les lapins qui sont un fléau, et puis vous avez le dingo. Le dingo, c'est une espèce de chien sauvage, mais il est arrivé il y a seulement 4000 ans en Italie. Il a franchi, en Australie. Il avait réussi à franchir le détroit de Torres. C'est un arrivant plus tardif que les aborigènes, qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc, lui, il n'est pas vraiment, c'est pas un primitif. Il a un statut d'espèce introduite. Il n'est pas arrivé en même temps que les aborigènes. Et donc, là aussi, il y a une lutte anti-dingo. Ils ont créé des murs de centaines de kilomètres dans l'outland, au milieu des déserts australiens, pour essayer de contenir les dingos vers le nord, qui n'arrivent pas vers le sud, parce que c'est des prédateurs, des kangourous, et puis d'une faune d'oiseaux fragiles. Mais là encore, dire on est le premier, toi tu es le second, toi tu viens d'ailleurs, tout ça, ça a des relents de racisme, de refus de l'autre, de refus de la mixité, de refus de la dynamique. Et moi, ça m'inquiète toujours, ces visions fixistes et ces visions avec des présupposés idéologiques qu'on n'ose pas clairement exprimer. Merci beaucoup, M. Arnould. Au nom de l'Association forestière, je vous remets un petit cadeau. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation au congrès de cette année. C'est des graines d'épinette noire, j'ai le droit de les exporter. C'est vous qui avez le problème maintenant.